Merci de suivre l'ORTM, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et nous faisons un gros plan ce soir sur le fleuve Niger, source de notre ravitaillement en eau pour tous nos besoins. Troisième plus long fleuve d'Afrique occidentale après le Nil et le Congo. Le fleuve Niger s'étend sur près de 4200 km et 1700 au Mali, qui prend donc sa source en Guinée. Il s'écoule au Mali, au Niger et au Nigeria, avec ses bassins versants dans plusieurs pays. Une ressource précieuse qui est en souffrance au Mali, bien sûr. Il risque de disparaître si rien n'est fait. La faute à qui? Aux usagers qui l'agressent dans tous les sens par les activités qui contribuent à sa dégradation de jour en jour. Dragage, teinture, sans compter les déchets solides et liquides qui y sont déversés au quotidien. La pollution du fleuve a atteint un seuil très inquiétant. Quels sont les facteurs de pollution du fleuve Niger? Quelles sont les conséquences de la pollution du fleuve Niger? Qu'est-ce qu'il faut pour sauver le fleuve Niger? Pour la réponse, nous avons fait appel aux acteurs du secteur. Il s'agit de M. Sekou Diarra. Il est le directeur national de l'hydraulique. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, De M. Abdourahmane Oumarou Touré, directeur général de l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, madame. Et de M. Seydou Koulibaly, il est chargé de projet coopératif à la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir, madame. Merci de votre présence et bienvenue sur ce plateau. Alors, M. Touré, je vais commencer par vous, directeur de l'agence du bassin du fleuve Niger. Vous veillez sur le fleuve Niger. Aux médecins, on demande très généralement l'état de santé des personnes. Et quand c'est la nature, c'est aux environnementalistes. Comment se porte le fleuve Niger de nos jours? Le fleuve Niger, en tant qu'entité vitale pour le Mali, est à l'agonie. Je préfère le dire de cette manière. À l'agonie pour plusieurs raisons. Et heureusement que le gouvernement de la République du Mali a pris l'initiative de créer effectivement une structure dédiée exclusivement à la sauvegarde du fleuve Niger, de ses affluents et de leurs bassins versants. Mais malgré cela, le fleuve est en danger. Danger de tout genre à cause des phénomènes liés au changement climatique et des autres éléments de la nature tels que la sécheresse avec ses corollaires, mais aussi surtout les activités anthropiques menées par l'homme qui constituent des agressions très sévères pour le fleuve Niger aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a amené à dire que le fleuve est en danger. Vous avez dit dans votre introduction un mot. Et oui, vous avez bien choisi, et peut-être sans le savoir, c'est la disparition du fleuve. Je l'ai bien su avant de le dire. Voilà. Okay. Donc, cette disparition, elle est en cours. C'est un processus qui est en cours, peut-être pas perceptible pour le citoyen lambda, mais pour les techniciens, les scientifiques, ils savent que c'est une réalité. Et ce processus est en cours depuis 1973, avec les grandes années de sécheresse. Et pour illustrer cela, je vais parler de deux systèmes, dont l'un est carrément fossilisé aujourd'hui. C'est le système Niangaï. Ça s'apprend dans l'histoire des cours de la République du Mali. Et le système Faguébine, qui n'est actif qu'à moins de 50%. Donc, et aujourd'hui à Bamako, le fleuve nous interroge tous les matins. Vous empruntez le troisième point, que le point le plus long, à peine vous voyez le filet d'eau qui passe sur ce pont. Et on est tenté même à s'interroger pourquoi ce pont, à certains moments de l'année. Donc tout ça m'amène à dire que le fleuve est en danger et on doit prendre ça très au sérieux. C'est en agonie, vous l'avez dit. On peut appeler le fleuve Niger sans risque de se tromper, grand corps malade aujourd'hui. Il souffre de pollution. Quels sont les facteurs de pollution du fleuve Niger aujourd'hui?
Les pollutions ont plusieurs origines. Il y a la pollution liée aux activités industrielles, les activités hôtelières, les activités artisanales et surtout les activités de recherche aurifère. Et ça, cette dernière activité est l'une des activités qui menace le plus le fleuve dans son existence, tant sur le plan physique que sur le plan chimique et biologique. D'accord. Monsieur Diarra, vous êtes de la direction de l'hydraulique. Sans risque de se tromper, le fleuve Niger souffre aujourd'hui de pollution. Il y a quelques facteurs qui ont été énumérés tout à l'heure par monsieur Touré. Quelle est la situation actuelle de nos cours d'eau? Ok, merci pour cette question. Donc, effectivement, le fleuve Niger aujourd'hui est dans une situation très difficile, compte tenu effectivement de la dégradation continue et des aspects de pollution qui sont en train de menacer la vie de ce cours d'eau. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été menés, mais force est de constater toujours que la situation est préoccupante. Donc c'est le rétrécissement du lit, c'est la dégradation des berges, c'est le fait que le fleuve est devenu des dépotoirs de toutes sortes de déchets. Donc ça fait qu'il y a des raisons de se poser des questions par rapport aux mesures pour pouvoir endiguer ce phénomène. Aujourd'hui, quels sont les risques? Les risques sont énormes. Déjà, l'hydraulicité du fleuve a beaucoup baissé parce qu'avant, on voyait sur les ponts pendant une grande partie de l'année le fleuve rempli d'eau. Il y a le lit qui se rétrécit, il y a l'ensablement qui est là. Il y a aussi la vie aquatique qui est perturbée avec ces pollutions. Donc, l'écosystème est subi. Et les produits halieutiques sont de plus en plus rares et ça diminue. Il y a beaucoup de conséquences. Quand nous prenons le cas de l'eau potable qui me concerne particulièrement, et avec la pollution de l'eau aujourd'hui, la SOMAGEP a beaucoup de difficultés par rapport au traitement de l'eau pour pouvoir desservir nos concitoyens. Donc nous avons des teneurs de turbidité qui vont jusqu'à 1400, 1500 microsiemens contre une teneur autorisée de 15. Vous voyez un peu la différence compte tenu du fait que les activités de dragage, les machines qui sont sur l'eau font monter la turbidité et qui fait qu'on a des difficultés énormes à pouvoir traiter l'eau et pour pouvoir mettre ça à la disposition des concitoyens. Parce que les coûts de traitement deviennent beaucoup plus élevés, jusqu'à 30-35%. Et aussi ça diminue la disponibilité de l'eau qui doit être desservie parce que ça augmente les temps et tout. Donc économiquement, ça se sent beaucoup sur la société SOMAGEP qui est dans les périmètres concédés pour pouvoir apporter de l'eau potable aux populations. La SOMAGEP n'a pas suffisamment d'eau aujourd'hui pour nous faire parvenir? La SOMAGEP a suffisamment d'eau, mais la SOMAGEP a suffisamment d'eau polluée. Donc il faut passer plus de temps à dépolluer. Et donc ça diminue l'eau dépolluée, l'eau potable maintenant qui doit être pour donnée rendre à la l'eau potable, il faut et ça tout un augmente processus. Les charges des produits de dépollution, des produits qu'on doit mettre pour pouvoir enlever ces saletés-là. Mais est-ce qu'à la fin, il n'y a pas risque de ne pas avoir d'eau dans le fleuve? Il n'y a pas forcément ce risque si on commence vraiment à prendre garde. Parce qu'il y a quand même des dispositions à prendre pour qu'on n'arrive pas là. Sinon, si on reste à ce stade-là, ça peut amener... Mais c'est déjà arrivé sur le troisième pont, comme M. Touré l'a dit tout à l'heure. C'est déjà arrivé à ce niveau. Est-ce qu'au fil du temps, si on ne cherche pas de solution à cela, ça ne va pas arriver à cette situation? L'eau obéit à des cycles. Il y a des périodes de l'année où il y a la montée de l'eau avec l'hivernage. Et donc, il y a la baisse du niveau de l'eau avec l'étiage. Encore, il y a la montée de l'eau, il y a la baisse de l'eau. Donc, il y a un cycle continue. Mais on a l'impression que vers le troisième pont, l'eau est inexistante. Oui, à des périodes de l'année, bien sûr, il y a quand même le volume d'eau qui diminue de façon drastique. Mais pendant l'hivernage, maintenant, les niveaux de l'eau remontent avec l'apport de la pluie. Voilà, donc, on est loin des risques.
On peut dire comme ça, mais je pense qu'il y a lieu quand même de prendre des mesures. Il y a lieu totalement de prendre des mesures. D'accord, on va parler de ces mesures tout à l'heure. Oui. Le temps de faire réagir M. Koulibaly. Vous êtes orpailleur. Parmi les accusés, ceux qui font le dragage aujourd'hui, autrement dit, ceux qui pratiquent l'orpaillage dans le fleuve, dans le lit du fleuve, c'est permis par la loi? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je pense que cette activité elle est interdite par la loi. Il faut une synergie d'action autour de cette activité. Vu que l'activité est interdite par la loi, je ne vais pas trop m'aventurer dans cette problématique. Il y a déjà une loi qui interdit l'activité de dragage sur le fleuve du Niger. D'accord. Alors vous, en tant que confédération, qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous êtes dans la sensibilisation de ceux qui pratiquent pour qu'ils sortent de cela. Exactement. Et la confédération étant une entité qui englobe les sociétés coopératives, à son sein, nous avons plus de 247 sociétés coopératives, 8 fédérations et aussi 26 unions des sociétés coopératives. Nous avons mené beaucoup d'actions par rapport à ça. Nous avons fait des activités d'ateliers pour informer, sensibiliser, renforcer la capacité des coopérants qui sont au sein de la coopérative pour montrer un peu l'orientation de la politique concernant cette pratique. Mais jusqu'à présent, ça continue. Ça veut dire que, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un changement de comportement après vos stades de sensibilisation? Oui, effectivement, il y a certaines zones où il n'y a plus d'activité de dragage. Il faut une synergie entre les parties prenantes. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère de Sécurité, il y a le ministère des Mines, il y a aussi le ministère de l'Entrepreneuriat. Donc, il nous faut vraiment une synergie d'action pour non seulement encadrer, mais aussi en sensibiliser ceux qui font cette pratique, leur montrer un peu que l'activité est interdite par la loi. Donc, ils ignorent que l'activité est interdite ou bien ils font exprès de faire cette activité? Bon, on doit savoir, on doit mener des recherches là-dessus, comme nous on est en train de faire, on est en train quand même de les sensibiliser. Il nous faut une réflexion et il faut un cadre technique pour réfléchir à des solutions. Ils sont conscients quand même que c'est un danger pour le fleuve Niger, pour la survie du fleuve? Je pense bien. Vous pensez? Je pense bien. D'accord, monsieur Touré veut réagir par rapport à cela? Moi, j'ai dirais exactement le contraire de ce que M. Koulibaly a dit. Et ils ne se rendent pas compte du danger. Et ils pensent que certains acteurs pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Pour dire que le phénomène ne diminue pas. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous avons pu dénombrer 1200 dragues sur le Niger supérieur, sur la frontière guinéenne à Bamako. 1200 dragues. Et au niveau de Baoulé, 78. Et au niveau de Sankarani, 400. Ça, c'est des dragues qu'on appelle artisanales. Et sur le Niger, l'axe de Kangaba, on a au moins une dizaine de dragues à Goudé. Mais en plus des dragues, ce qui est encore qui pollue plus le fleuve, c'est ces cracheurs, ce qu'on appelle les cracheurs. C'est-à-dire? C'est des machines qui aspirent de l'eau pour traiter l'or et renvoyer l'eau polluée dans le fleuve. Ces machines sont utilisées par qui? Par des sociétés, par des particuliers? Par les coopératives dont ils parlent. Et je vous dis, dans la zone de Kangaba, seulement de la frontière guinéenne à Kangaba, et principalement dans 3 communes, on a dénombré plus de 12 000. Près de 12 000. J'ai la liste complète des villages concernés, le nombre de sites sur lesquels se trouvent. L'État assiste impuissant face à ce phénomène. Quel est votre combat à ce niveau? Non, l'autre combat, comme il l'a dit, c'est une action de synergie. Parce que quand on dit sensibilisation, la sensibilisation, on a dépassé ce cap-là. On a tellement sensibilisé, on a tellement fait de sketchs par rapport à cette situation-là. On a même fait des scènes sur le terrain avec les acteurs pour leur montrer le danger de leur activité sur le fleuve. Mais les textes qui interdisent cela ne sont jamais mis en œuvre? Ce n'est jamais appliqué? Non, c'est l'application des textes qui nous amène à aller sur le terrain, mais c'est l'article 62 du code minier qui le dit. Le dragage dans les cours d'eau, c'est interdit. Formellement interdit. Et il n'y a pas de sanction qui suit? Non, la sanction, c'est que quand nous, on fait nos opérations, on saisit et on met à la disposition de l'administration, souvent on détruit même.
Et pour les machines, ce qu'on appelle les dragues à goudé, et on les met hors d'usage. On essaie d'enlever un dispositif qui ne leur permet pas de fonctionner encore. Mais les gens reviennent après. Ah, ils reviennent encore. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les équipes et les moyens dont on dispose sont nettement insuffisants par rapport à la menace. D'accord, c'est-à-dire vous ne disposez pas assez de moyens, assez de moyens, oui, tout à fait, pour lutter efficacement contre ce phénomène. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ce qu'il faut aujourd'hui, moi je pense que d'abord la première des choses de faire, c'est de conduire une opération de déguerpissement pendant au moins une période de 3 mois, systématiquement, sans relâche, et mettre en ce moment un dispositif permanent de surveillance et de prévention. Peut-être qu'ils n'ont pas d'autres activités aussi. Non, ils avaient des activités avant de commencer ça. Dans le dragage. Non, nous on a élaboré un plan d'action par rapport à ça avec des actions immédiates, des actions à moyen terme et des actions à long terme. Et c'est dans ça, j'ai dit dans un débat, on leur a dit, bon voilà, comme on appelle, là, on fait un périmètre maraîcher pour un groupe d'acteurs. On fait, comme on appelle là, des étangs piscicoles pour un groupe d'acteurs. Des activités de ce genre qui leur permettent quand même de gagner leur vie sans menacer la nature et ni détruire notre principal potentiel de production, qui est le fleuve, les fleuves, je veux dire d'une façon générale. D'accord. Alors, M. Koulibaly, vous êtes bien conscient que c'est un problème pour la nature, c'est un problème pour le fleuve Niger. Et quel rôle vous jouez pour faire arrêter le dragage? Comme vous l'avez dit, la sensibilisation, mais est-ce que vous avez senti qu'il y a des effets? Comment vous revenez vers ces gens-là pour les convaincre davantage d'abandonner ce métier? Je pense qu'il faut impérativement une synergie d'action autour de cette activité-là. Par exemple, moi, je proposerais peut-être... Qu'est-ce que vous appelez synergie d'action? Par exemple, que les acteurs et les parties prenantes, les services techniques s'associent en organisant peut-être une journée de réflexion sur le dragage, peut-être un symposium national sur le dragage. Au cours de cette activité, il y aura une feuille de route qui sera quand même prise, dans laquelle tous les acteurs seront quand même intéressés. Sinon, comme le doyen a eu à dire, le système Godé, très généralement, c'est les Chinois qui pratiquent cette pratique-là. Donc, moi, je pense qu'en ce qui concerne les sociétés coopératives, nous sommes très organisés en ce sens où nous contribuons en respectant les normes environnementales et aussi voir comment les sociétés coopératives peuvent contribuer à l'économie nationale. Donc, dans ce sens, nous avons mené beaucoup d'actions pour quand même sensibiliser, informer, renforcer les coopérants pour diminuer un peu sinon quand même qu'ils cessent avec cette pratique-là. Moi, je pense que nous sommes sur le terrain en faisant ces sensibilisations. Monsieur Diarra veut réagir par rapport à moi ça. Je pense que la sensibilisation est arrivée à ses limites par rapport à ce phénomène-là. Mon ministre l'a dit l'autre jour dans son élément, c'est vraiment très clair. Depuis plusieurs décennies, on est dans cette affaire de sensibilisation avec les directions sectorielles techniques, avec les ONG, avec la société civile, avec beaucoup d'acteurs. Moi, j'ai eu la chance de conduire beaucoup de ministres sur le terrain, à la zone de Sélingué, Yanfourila, pour aller voir les machines sur l'eau. J'ai eu à faire des reportages, des documentaires sur le phénomène. Et on a fait des ateliers, des rencontres avec les autorités. On a essayé pas mal de choses dans le cadre de la sensibilisation. Et nous sommes arrivés à un niveau où on sent que ça n'apporte pas. Moi, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler en Guinée pendant plusieurs années, où le même phénomène, c'est en Guinée. Et donc, là-bas, il y avait eu une équipe mixte, composée des forces de l'ordre, des autorités administratives et politiques, et ils ratissaient le long des cours d'eau. Et donc, ils prenaient les machines, ils les brûlaient. Et ceux qui sont à bord des machines, ils les enfermaient automatiquement. Et à l'occasion, il y a même des Chinois qui se sont retrouvés en prison, que j'ai vu. Et lorsque la Guinée faisait ce combat, du côté malien, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait rien. Donc, ils quittaient l'autre rive pour venir à l'autre rive. Parce qu'entre les deux rives, c'est les deux pays. Et donc, pour pouvoir bien gagner le combat, il faut une synergie d'action, mais entre les deux pays. Parce que la Guinée aussi est fatiguée par ce phénomène. Le Sénégal, sur le fleuve Sénégal, c'est la même chose. C'est le même problème. Donc, il faut une synergie d'action des pays pour mettre en place des équipes pendant une longue
vraiment période pour pouvoir endiguer le phénomène. Une équipe de surveillance permanente qui ratisse le long des cours d'eau et qui prend les machines, les brûle et puis applique la loi, parce que la loi est très claire. Et c'est une activité qui est interdite. Maintenant, on parle sur les radios, on fait des sketchs télévisés, on va sur le terrain, on a des projets, programmes, on a des financements, mais malgré tout ça, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est en train vraiment de compromettre la vie de ce patrimoine-là, qui est très important pour le Mali. Sans ces cours d'eau-là, on n'a pas eu la chance d'avoir la mer. Peut-être que la synergie d'action dont parle M. Koulibaly pourrait être une solution à cela aussi, en plus de la synergie avec les autres pays, de voir les solutions avec les autres pays. Mais au niveau du Mali ici, la synergie d'action dont il parle, peut-être que ça pourrait être une solution aussi. Ça peut être à l'étude. Il faut absolument ça. Il faut une synergie d'action entre l'environnement, le ministère en charge de l'eau, le ministère des mines, le ministère de l'organisation du territoire, le ministère des Finances, voilà, avec la société civile, les sociétés coopératives et les autorités administratives qui sont vraiment les répondants de l'État sur le terrain, les autorités politiques. Il faut une synergie d'action, un engagement de tous ces acteurs-là pendant un long moment pour pouvoir endiguer le phénomène. Parce que ça a pris l'ampleur, parce que le phénomène a une valeur économique qui est en train de faire que le combat devient très très difficile. Depuis plusieurs années, on est dans ce combat avec, en tout cas, le ministère en charge de l'eau, le ministère de l'Environnement, tous les ministères sectoriels, et chacun dans son domaine a eu effectivement à poser beaucoup d'actes pour pouvoir arrêter ce phénomène-là. Et selon une étude, ce sont plus de 600 millions de litres de déchets solides qui sont déversés directement dans le fleuve Niger à la traversée de Bamako. C'est énorme. D'où viennent ces déchets? Ces déchets viennent essentiellement d'abord des déchets domestiques, des déchets qui sont produits dans nos ménages, qui sont des déchets solides pour les matières solides. Et il y a les déchets liquides qui sont les matières fécales, les déchets des toilettes, qui doivent être pré-traités avant d'être renvoyés dans le milieu naturel. Et malheureusement, cette pratique aussi n'est pas faite à tous les niveaux. Donc on prend ces déchets-là, on les déverse directement dans les cours d'eau. Et donc au-delà de ça, il y a des déchets qui sont des déchets produits par les activités de transport sur les cours d'eau, qui sont aussi des activités qui polluent. Donc tout ça là, c'est des actions qui doivent être encadrées pour que la pollution là puisse baisser. Donc il y a aussi les industriels qui sont des unités de tannerie, les unités industrielles. Et chacun dans son activité a besoin d'eau. Et lorsqu'ils finissent leur activité, ces eaux-là doivent être traitées par des ouvrages, des infrastructures, avant de les renvoyer dans la nature. Donc ce traitement consiste à enlever tout ce qui est toxicité dans les résidus d'eau. Il y a aussi les abattoirs qui sont là au bord des cours d'eau. Et donc toutes ces infrastructures-là renvoient directement les eaux polluées dans les cours d'eau sans pré-traitement. Et donc c'est ce qui fait que le cours d'eau, au-delà des activités de dragage, se retrouve menacé, se retrouve énormément chargé, et ça pose des problèmes par rapport à l'approvisionnement en eau potable. Parce que les eaux contenues dans ces cours d'eau sont des eaux trop chargées, des matières chimiques, fécales, matières bactériologiques, matières vraiment contaminées. Et donc il faut faire beaucoup de traitements, beaucoup d'actions pour pouvoir enlever ces saletés afin que les eaux-là soient buvables. Ouais, il n'y a pas que les dragueurs, hein, M. Touré. Il y a aussi des hôtels qui déversent directement dans le fleuve Niger. Comment se fait, s'explique-t-il? Vous êtes au courant, non? Non, je vais vous dire que, pour compléter d'abord ce que Mathis Diarra a donné comme réponse à votre préoccupation, dans le Grand Bamako, il a été identifié 94 collecteurs, dont 58 sont identifiés comme des points chauds. C'est-à-dire qui vraiment chargent le fleuve, qui déchargent dans le fleuve, et avec vraiment des polluants très, très dangereux. Et ce que nous prévoyons, nous avons présentement après 59 points d'observation à Bamako, et qui nous permettent... C'est des collecteurs conçus ainsi qui déversent. Non, c'est des dans collecteurs naturels. Naturel. Quand on a dit 94, c'est ce que la nature nous a offert. Parce que le problème, c'est que ces collecteurs ne sont pas aménagés. Il n'y a pas d'aménagement. Aucun collecteur à Bamako n'a eu un aménagement digne de ce nom. Et au niveau des embouchures de ces collecteurs, c'est-à-dire leur contact avec le fleuve, ça aboutit au fleuve directement. Ça aboutit directement sur le fleuve. C'est pour ça que dans notre schéma, on a proposé de voir comment avoir des mini-stations d'épuration au niveau de ces embouchures-là.
au moins pour les grands collecteurs qui polluent. Maintenant, ceux qui déversent le cas de choses, les hôtels et autres, je ne vais pas préciser seulement le cas des hôtels parce qu'il y a d'autres acteurs, il n'y a pas que les hôtels, il y a les hôpitaux, il y a les abattoirs. Je vais vous donner deux illustrations en 2018 et en 2022. Il y a eu la mort des poissons sur l'axe de Moussabougou jusqu'à Baguenda et 2022 tout près ici à Balabougou. Et quand on a fait les investigations, on a remonté, on a su effectivement qui était à l'origine de cette pollution. Et on a alerté les services techniques qui devaient vraiment appliquer la réglementation, c'est-à-dire en termes de stations d'épuration au niveau de ces industries hôtelières, hospitalières et autres là. Donc c'est ce qui manque. Normalement, ils doivent avoir les dispositifs de traitement de leur eau usée avant de le rejeter dans la nature. C'est ça le principe. Bon, et si ce principe n'est pas respecté, c'est encore bonjour les dégâts. Vous avez du pain sur la planche, veillez sur tout ça. Oui, Comment vous Mais c'est tout ça, c'est identifié. Hein. C'est identifié. J'ai dit qu'on a présentement à peu près 49, une cinquantaine de points d'observation qu'on a identifiés comme points critiques à Bamako qu'il faut suivre. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces points-là? Non, c'est pour au moins donner l'alerte. À qui? Aux autorités. Ou bien, non, quand, par exemple, le cas des poissons dont j'ai parlé, il y a eu tellement de commentaires par rapport à ça, avant que nous, on ne produise. Ce que nous produisons, c'est des outils d'aide à la décision. Mais la décision finale se tient avec des recommandations. Par exemple, quand j'ai parlé du cas de 2022, la conclusion, c'était que l'infrastructure qui était incriminée devait vraiment construire une station d'épuration au niveau de son infrastructure. D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, quel est votre avis par rapport à cela, à ces activités connexes aussi et qui polluent le fleuve Niger? Moi, je pense que, comme les deux techniciens ont évoqué vraiment les parties importantes de cette pollution, moi, je pense qu'il y a, concernant la dégradation du fleuve Niger, il y a des activités, il y a aussi l'agriculture intensive au cours du fleuve. Il y a aussi également l'urbanisation. Les gens se permettent de construire au bord du fleuve. Ça aussi, ça dégrade un peu la nature de notre fleuve. Bon, en plus, aussi, M. Diarra a évoqué, il y a les déchets non seulement industriels, mais aussi les déchets domestiques qui contribuent à la dégradation de notre écosystème fluvial. D'accord. Alors, cette pollution engendre beaucoup de conséquences dans l'immédiat et dans un futur très proche. Alors, Monsieur Diarra, que pouvons-nous craindre par rapport à ces conséquences de pollution du fleuve Niger? Qu'est-ce que ces pollutions peuvent engendrer? Les pollutions compromettent la vie du cours d'eau. Le cours d'eau répond à un équilibre naturel, tant sur le plan physique, chimique, bactériologique, écologique. Donc lorsque cet équilibre est perturbé suite à des produits plus ou moins toxiques, des produits dangereux, donc ça compromet la vie du cours d'eau, ça compromet cet équilibre. Donc dans un cours d'eau, il n'y a pas que l'eau, il y a une vie qui existe, qui est la vie aquatique, qui est l'écosystème. Et cette vie garantit l'environnement dans la localité. Donc la pollution est de nature à détruire tout ça. Donc aussi concernant l'eau potable, l'eau que nous buvons, à ce niveau que nous sommes très regardants parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour qu'à ce niveau on puisse avoir des eaux de qualité et pour qu'on ne soit pas face à des problèmes de santé publique. Les fleuves sont des opportunités de recharge de la nappe souterraine. Même les puits qui sont dans nos maisons pour les zones semi-rurales s'alimentent à travers ces fleuves-là, par écoulement souterrain, par les fissures souterraines. Donc, ça devient très problématique lorsque les fleuves sont suffisamment pollués. Aussi, dans la collaboration... Ça peut polluer nos puits jusqu'à la maison? Oui, si la charge est très élevée et si les puits sont trop proches du cours d'eau, l'infiltration peut arriver contaminée. C'est ça le souci. Il y a aussi la coopération transfrontalière qui peut être... Les activités de pollution peuvent être des sources de conflits. Lorsque le Mali doit envoyer des eaux chargées au Niger, qui est contigu au Mali, alors si les charges atteignent un certain niveau, si on ne se comprend pas, ça peut amener des désaccords. C'est la même chose quand la Guinée, il y a quelques années,
il y a eu une grande pollution de la Guinée vers le Mali. Et nous, on était encore jeunes, mais on a pris cette histoire. Ça a fait beaucoup de problèmes à l'époque où les deux États se sont donné la main pour circonscrire vraiment le phénomène. Donc, lorsqu'il y a pollution, ça compromet tout naturellement le cours d'eau. Et nous n'avons pas de mer, nous n'avons pas d'autres ressources pour porter notre développement socio-économique à part ces bassins hydrographiques-là, qui sont composés du Niger, du Sénégal et de la Volta, et qui drainent environ 60 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est vraiment important qu'on fasse en sorte que ce phénomène-là s'arrête et que l'équilibre naturel du cours d'eau demeure pour qu'on soit préservé et que les générations futures soient préservées. D'accord. Monsieur Touré, il a parlé de certaines conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'on peut rappeler ici? Bon, je crois qu'il a dit l'essentiel, mais l'eau est toujours source de conflits à cause de ses usages multiples. Et quand elle diminue, et je crois que les conflits vont s'intensifier parce que chacun va chercher à avoir sa part. Lui, il a mis l'accent surtout sur le côté eau potable. Mais il y a l'agriculture qui consomme plus que tout le monde. Il y a l'élevage. Il y a la pêche qui est compromise. La pêche, c'est une activité de cueillette en réalité. Donc, si le fleuve perd ces caractéristiques qui permettent à cette vie aquatique de se développer, ça veut dire qu'on sera en cours de poissons et autres animaux vivant dans le fleuve. Donc, il faut vraiment agir et le plus tôt serait le mieux. Et ça, ce sont les conséquences immédiates. Est-ce qu'il y a des conséquences lointaines? Non, les conséquences lointaines qu'on peut dire, c'est que c'est la disparition du cours d'eau lui-même. C'est ce que j'allais poser comme question. Si toutefois on n'est pas en train de télécharger la disparition du fleuve Niger, non, c'est pas amusant. Il y a l'histoire des cours d'eau qui ont disparu. Hein? Et dans mon introduction, j'avais parlé des deux grands systèmes après le Debo, le système Fagibine et le système Niangay. Bon, j'ai appris cette année que le Niangay a été légèrement activé cette année à cause de l'importance des crues, mais c'est depuis 1973. Et franchement, il y a des hydrauliciens qui ne pourront pas vous parler du système Niangay. Le Fagibine, c'est la même chose. On vous dira que c'est 5 lacs, mais sur les 5, seuls 3 sont actifs à moins de 50%. Seuls 3. Depuis 1973, il y a 2 qui sont fossilisés. Donc, ça veut dire que c'est un processus qui est en cours. Et les exemples qu'on a donnés, vous-même, vous l'avez corroboré, et le cas spécifique à Bamako, parce que Bamako, le fleuve est chargé. Hein, le fleuve est chargé. Même ces problèmes d'inondation dont on parle cette année-là, bon, tous les hydrociens s'accordent à dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu plus trop de volume d'eau. Ce n'est pas une exception en tant que telle, mais le problème, c'est que c'est la profondeur qui a dû, le fleuve est comblé, et donc l'eau, c'est plus une question d'épandage qu'une question de cote en tant que telle. Donc quand le fond est comblé, il va de soi quand même que l'eau s'étale. Et l'eau, elle a toujours récupéré ses chemins quand elle vient. Tout à fait. Monsieur Koulibaly, votre casquette société civile va être utilisée tout à l'heure. Ça vous inquiète en tant que citoyen? Oui, ça nous inquiète vu que l'eau, c'est la vie. Et ça nous inquiète vraiment. Et en réalité, les conséquences de cette dégradation inquiètent, j'allais dire, tous les êtres humains, vu qu'il y a des aspects, les conséquences, j'allais dire, économiques, il y a les conséquences sociales, il y a les conséquences environnementales, il y a les conséquences, voire même les conséquences sur la santé. Parce que en réalité, en 2012, il y a eu une suspension de navigation entre Mopti et Tombouctou pendant 5 mois. Et il y a eu une énorme perte commerciale, hein, plus de 2 milliards. Donc, ça joue sur toutes les activités autour du fleuve. Moi, je pense qu'en tant qu'un être humain,
la vie, elle est importante. L'eau, elle est importante, vitale exactement, vitale pour la vie. Donc, il nous faut quand même mener des actions pour sauver ce fleuve-là. Tout à fait, vous l'avez dit, cette pollution engendre beaucoup de conséquences dans l'immédiat et dans un futur proche. La rédaction du journal télévisé a donc réalisé une grande enquête sur la pollution du fleuve, un document signé Awa Adama Coulibaly. Nous en avons extrait quelques interventions qui parlent des causes, des conséquences et des solutions pour sauver le fleuve Niger. Suivons et puis nous revenons sur ce plateau. Notre mission, c'est le contrôle et l'évaluation. Ce qu'on peut dire par rapport à la pollution, comme les gens le disent, qu'il y a vraiment la couleur de l'eau qui est en train de changer. Bon, ce changement de couleur peut être dû peut-être à la présence des particules, ça veut dire des matières en suspension dans l'eau. Et régulièrement, nous faisons le suivi soit hebdomadairement ou bien mensuellement. Et il y a un bulletin qui est établi qu'on appelle bulletin de la qualité de l'eau. Et ces bulletins-là sont distribués à qui de droit. Ça veut dire que tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'eau reçoivent ces bulletins-là. Parce qu'il y a les normes de traitement qui doivent être respectées. Répondre aux normes avant d'être déversés dans le fleuve. Bon, nous avons constaté aussi que ça aussi, dans beaucoup de cas, vous trouverez que ce soit les usines de transformation, les hôpitaux, autre chose là, sans traitement préalable, les eaux usées sont déversées dans la nature. Ça aussi, ça peut avoir des problèmes. En plus de ça, la pluie de cette année, tout le monde a vu ça. Il y a l'érosion du sol. Quand il pleut abondamment, il y a tout ce qui se trouve dans les villes, les caniveaux, surtout que nous, les ménageurs, on préfère verser les eaux de ménage immédiatement dans les caniveaux. Tout ça, après une forte pluie, ça se dirige vers le fleuve. Tout ça, ce sont des sources de pollution. Oui, cette dégradation, forte dégradation de la qualité de l'eau, surtout cette année, est liée donc, à certains facteurs. D'abord, l'inondation. Donc, à travers l'inondation, vous savez qu'il y a eu un lessivage des terres, et bien sûr, et le déversement également, donc à travers les collecteurs d'eau fluviale, donc de beaucoup de déchets, donc des ordures ménagères, donc qui se sont effectivement déversés dans le fleuve. En plus de cela, il y a des activités socio-économiques qui sont vraiment très courantes actuellement donc, dans le fleuve, surtout le fleuve Niger. Au niveau de la SOMAGEP, nous faisons des alertes, donc à chaque fois qu'on constate ces événements-là. L'avenir de nos ressources en eau, d'une façon générale, est presque incertain si nous ne changeons pas de façon de gérer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Partenariat national de l'eau, depuis sa création en 2003, s'est saisi de ce problème, de sensibiliser les acteurs, tout comme les usagers, sur les dangers auxquels nous ferons face si nous nous prenons garde. Aujourd'hui, nous voyons ce phénomène sur le fleuve Niger, mais figurez-vous, c'est général. L'ensemble de nos cours d'eau, c'est la même situation. L'explication, elle est toute simple. Ce sont les activités de l'homme. C'est l'agression de l'homme par rapport à cette nature. À travers notamment les activités les plus visibles, c'est l'orpaillage. Sur les versants, tout comme sur les berges et à l'intérieur même des lits. Je pense que ce qui est plus connu, ça c'est le dragage. Mais il n'y a pas que le dragage dans les lits. Vous avez aussi l'orpaillage sur les berges et les versants. Et toutes ces eaux de lessivage de ces minéraux finissent dans les cours d'eau. Donc c'est vraiment une situation générale. Il y a lieu de sensibiliser aussi bien les usagers que les décideurs. Donc il faut vraiment que chacun se ressaisisse, à commencer par les décideurs, prendre les taureaux par les cornes. Il y a eu quelques actions spontanées, malheureusement,
qui n'ont pas duré au-delà d'une semaine. On a ramené quelques 2 ou 3 drags en face de la BCAO. Tout le monde a pu constater. Mais après, les dragues ont disparu. Peut-être qu'elles sont remontées sur les cours d'eau. Mais en tout cas, à voir la coloration de l'eau, il n'y a aucun doute. L'activité principale incriminée, ça, c'est l'orpaillage. Surtout en cette saison. On peut comprendre que cela arrive en début de saison de pluie. Avec les activités agricoles, le lessivage, l'eau peut avoir cette couleur. Mais à la fin de la période d'activité agricole, avoir cette coloration, ça, il n'y a pas d'autre explication. Voilà, Monsieur Touré. Alors, cette intervention vous interpelle. On dit qu'il y avait 2 machines de dragage qui avaient été saisies. Je ne sais pas si c'est plus que 2. Et qu'on n'a plus retrouvé, qui ont repris les activités. Il n'y a pas de suivi à ce niveau? C'est notre doyen qui a parlé. Peut-être il est société civile, il peut se le permettre. Et nous-mêmes, nous avons donné un mandat quand même à la société civile à la suite d'un atelier sous-régional pour les plaidoyer en faveur du fleuve Niger. Mais je suis... les 2 drags dont il a parlé, c'est vraiment exagéré. C'était au niveau de la brigade de fluvial ici à un moment donné. Mais ça, c'était juste un échantillon parmi vraiment c'est des milliers qui ont été saisis à un moment donné parce qu'en 2018, on était pratiquement à une évaluation de 3000. Mais quand il y a eu l'arrêté interministériel d'abord de suspendre l'activité avant que le code ne légifère là-dessus, et il y a eu des opérations quand même importantes. Et les chiffres sont là, je ne les ai pas sous la main, mais c'est des milliers de dragues qui ont été retirées du fleuve. Certaines ont été détruites et peut-être que certaines sont retournées vraiment sur les cours d'eau. Et fabriquer une drague n'est pas extraordinaire, c'est juste un moteur de Mercedes et la plateforme, on l'aménage avec les soudeurs, ce n'est pas aussi compliqué comme on le dit. Maintenant, pour le cas de la couleur de l'eau dont il a parlé, je suis parfaitement d'avis avec lui. Dans la zone de Kangaba, nous avons identifié au moins 12 000 sur 14 sites et principalement dans 3 communes, la commune de Nouga, la commune de Kanyogo et la commune de Sédéfougou. Tout ça dans le cercle de Kankaba. Sans compter maintenant ce qui se passe, parce que ce que les gens voient ici, c'est l'axe frontière guinéenne, chose. Mais il y a le Sankarani, il y a plein, je disais sur le Sankarani, on a identifié 400 dragues, choses. Donc, franchement, c'est une réalité qui est là et il faut vraiment la combattre. Il y a quelqu'un aussi qui a parlé d'inondation qui serait la cause aussi de la pollution du fleuve. Et c'est par les canaux naturels, comment ça se passe que l'inondation joue sur la qualité de l'eau? Non, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment les activités économiques, les activités de l'homme. C'est les cracheurs là principalement. Ce n'est même pas les dragues sur le cours d'eau, c'est les cracheurs qui renvoient parce que c'est de la latérite. Les inondations n'ont rien à voir avec... La couleur actuelle, non. En début de crue, ça comme l'eau charrie tout sur son passage dans un versant, oui. Mais au-delà, le fleuve a ce qu'on appelle le pouvoir auto-opérateur. Et donc, lui-même, il fait le traitement de ce qui vient en lui. Et c'est le pouvoir opérateur, on le dit. Donc, ce n'est vraiment pas ça. Aujourd'hui, c'est clair que nous, on a mené vraiment des investigations et je vous dis, quand je venais de... En tout cas, rien de pollueux ne vient du ciel. Non. Ça, c'est clair. Oui. Quand j'y arrivais, déjà, on avait une équipe sur le terrain. Et ils ont même fait des petites vidéos qu'ils m'ont envoyées pour nous dire vraiment comment la situation se passe sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, vraiment, les équipes sont insuffisantes, autant que les moyens aussi sont insuffisants, très insuffisants même. Tout à fait. Monsieur Diarra, l'eau qui change de couleur, nous profanes en la matière, ça nous fait peur. Est-ce que ça a un lien avec l'eau que nous consommons? Ça ne pose pas de problème à la SOMAGEP de traiter cette eau pour qu'elle soit consommable? Ça pose beaucoup de problèmes. La SOMAGEP même a eu à écrire plusieurs fois. Moi, j'ai eu les écrits à alerter sur la question. Vous savez que la SOMAGEP a
a souvent l'habitude de ne pas pouvoir desservir Kita, tellement que l'eau est devenue turbide et le traitement était devenu presque impossible. Ils ont arrêté la desserte. Et ça, c'est dû à des activités de drague, des machines qui perturbent, donc qui augmentent la turbidité de l'eau et qui changent forcément la couleur de l'eau. Et donc, comme l'a dit le doyen dans le reportage, en début d'hivernage, avec les lessivages du sol, donc quand la pluie vient, tout ce qui est déchets, tout ce qui est posé dans les caniveaux, tout ce qui est toxique là, l'eau prend tout ça et les draine vers les cours d'eau. Donc c'est l'inondation qui draine les déchets Exactement. vers les cours d'eau. Et c'est ce qui fait que la couleur de l'eau change en début d'hivernage. En ce moment, il y a l'apport qui vient dans les cours d'eau. Mais nous sommes en fin d'hivernage maintenant. C'est là où il y a lieu de se poser des questions. L'hivernage a pris fin, il n'y a plus d'eau qui amène quoi que ce soit dans les cours d'eau. Et pourtant, la couleur de l'eau des cours d'eau est en train de changer, même quand on se garde sur les ponts à Bamako. Donc, c'est ces activités-là qui font que la turbidité a atteint des proportions inquiétantes. Je parlais tantôt de 1400, 1500 micro-siemens. Même ce matin, ils ont mesuré plus de 150, 160 ce matin. Nous suivons ça sur les stations de la SOMAGEP. Et donc, du coup, ça augmente les charges de traitement et ça augmente les coûts de traitement, les temps de traitement et ça diminue le volume d'eau qui doit être mis à la disposition, effectivement, de la population. Donc, autrement, la vie aquatique, elle est agressée. La vie des poissons, de tout ce qui entoure ça là, est agressée et perturbée. Donc, forcément, ça va jouer sur cette activité économique qui est très importante aussi, notamment la pêche. Donc, au niveau aussi de l'élevage, ça a des impacts parce que les animaux qui doivent s'abreuver ils n'auront pas d'eau propre pour leur abreuvement. Donc, ça crée de ce côté aussi beaucoup de soucis. Donc, l'élevage aussi va se retrouver impacté. La pollution, c'est un phénomène qui n'arrange aucun secteur. Ça compromet tous les secteurs d'un seul coup. Donc, voir la couleur comme ça en cette période de l'année, c'est vraiment inquiétant. Ouais, tout à fait. Monsieur Koulibaly, ça vous inquiète de voir l'eau qui change de couleur à tout moment? Oui, ça nous inquiète, mais en réalité, ce n'est pas seulement les orpailleurs. Il y a un nouveau système maintenant dont les Chinois pratiquent, qui est le système alvéolaire. Donc, très généralement, les Chinois ils viennent ici avec le système Godet, ils se mettent au bord du fleuve. C'est quoi le système Godet? Le système Godet, c'est un système qui sert maintenant à extraire l'eau de façon alvéolaire, n'est-ce pas? Donc maintenant, c'est un problème auquel que l'État doit faire face. Il faut mettre un accent particulier sur le système chinois, qui est extrêmement important. C'est les Chinois qui pratiquent maintenant leur système Godet à extraire l'eau de façon alvéolaire, qui détruit la nature, qui détruit aussi le fleuve. Oui, parce que les Chinois ont vu que nous, Maliens aussi, on le fait. Il faut que notre responsabilité soit située aussi à ce niveau. Exactement, comme j'ai eu à dire, c'est une pratique qui est interdite par la loi. Donc, on doit quand même réfléchir comment arrêter ce phénomène. C'est extrêmement important. Alors, à votre niveau, on va parler des mesures maintenant qui constituent le troisième axe de ce débat. Quelles mesures à court terme vous voyez pour sauver le fleuve Niger? À votre niveau, quelles sont les mesures immédiates? C'est continuer à sensibiliser, continuer à faire des communications autour de cette pratique, continuer à informer. Vous pensez que la sensibilisation peut jouer encore? Oui, il faut toujours sensibiliser, parce que ce n'est pas la force qui peut arrêter cette activité-là, c'est extrêmement important. D'accord. Monsieur Touré, quelles sont les mesures immédiates à votre niveau pour faire face à ce phénomène? Bon, je crois que dans des situations de ce genre, chacun défend sa part de gâteau. Et moi, très sincèrement, madame, je suis convaincu que la sensibilisation n'apportera absolument rien encore. Il faut une opération d'État pour mettre fin à ce truc-là. Ce qui n'est pas réglementaire n'est pas réglementaire. La force doit revenir à la loi. Le dragage dans des cours d'eau, l'exploitation d'or par chose est interdite. Il faut vraiment l'interdire. Pas question de sensibilisation parce qu'on a suffisamment sensibilisé. On a suffisamment de sketchs, on a tellement de supports de communication par rapport à ces aspects-là. La justice doit intervenir, à votre avis? Oui, la justice est associée.
La justice est associée parce que chaque fois quand on fait des saisies, j'ai dit qu'on remet à la disposition de l'administration et la justice prend ce qu'ils appellent ordonnance pour le reste de la procédure. Il faut vraiment une équipe multidisciplinaire, intersectorielle et qui va agir pendant au moins 3 mois avec intensité pour mettre fin à pour déguerpir vraiment ceux qui sont dans l'illégalité et en ce moment mettre un dispositif permanent de veille pour que ça ne se reproduise pas. D'accord. Alors, Monsieur Diarra, la direction générale de l'hydraulique a quel programme d'urgence aujourd'hui pour sauver le fleuve Niger? Pour sauver le fleuve Niger, déjà, nous avons un important réseau de suivi du fleuve sur tout le territoire national. Nous suivons quotidiennement, nous avons des informations de qualité. Le laboratoire national des eaux aussi fait des suivis de qualité. Il y a des points, en tout cas, identifiés par rapport à ça. Et donc, avec la SOMAGEP aussi, il y a un national de suivi. Et donc, nous faisons ce suivi-là quotidiennement. Nous sommes en train d'envisager des mesures de rencontre avec les autorités pour encore revenir sur cette question. On a eu à le faire plusieurs fois. Comme on le disait, la sensibilisation peut-être continue, mais il faut reconnaître qu'on est dans cette dynamique il y a très longtemps. Donc il est bon aujourd'hui qu'on aille dans la répression, dans les sanctions, et pour qu'on puisse faire peur à ceux-là qui sont en train de faire cette activité. Ça, c'est concernant le cas de dragage. Alors, pour les unités industrielles et les autres structures hôtelières et autres là, il est bon aujourd'hui qu'on puisse les amener à faire des ouvrages de traitement, de pré-traitement des eaux issues de leur activité avant que ces eaux n'aillent vraiment dans la nature. Il y a aussi l'autre grand couloir de pollution qui concerne le monde agricole, notamment avec les intrants, les pesticides, tout ce qui est produit utilisé aussi pour l'agriculture. Et à ce niveau aussi, il est bon de faire en sorte que l'usage de ces produits, l'utilisation de ces intrants-là puisse être mieux contrôlé, mieux organisé, de manière à diminuer leur impact sur effectivement la qualité des eaux. Monsieur Touré, quelle est la collaboration avec les différentes structures de l'environnement et autres services qui interviennent dans ce secteur-là? Bon, je crois que la collaboration est illustrée autour de cette table. D'abord, notre premier collaborateur, c'est le service de l'hydraulique, parce que dans tous les cas, c'est ce service qui a à charge l'élaboration des éléments de politique. Et nous, en tant qu'établissement public, nous sommes dans l'opérationnel. Et notre axe de collaboration, c'est pour les opérations sur le terrain. C'est avec la Direction nationale de l'assainissement, la brigade fluviale et souvent la garde nationale en fonction de notre lieu d'intervention. Donc, je crois qu'on est en train de... Et on continue à travailler en synergie avec les uns et les autres, le laboratoire national des eaux, parce que nous avons aujourd'hui 2 outils importants, l'observatoire des données satellitaires et le modèle hydraulique qu'on a mis en place, plus, comme on appelle, les normes. Les normes pour les eaux de surface, c'est la norme MN 0302-29 de 2024. Donc aujourd'hui, il y a une normalisation qui me permet de dire que vraiment les eaux de surface sont de qualité ou bien ne sont pas de qualité. D'accord. Alors, M. Koulibaly, quel est votre avis par rapport à cela? Par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer concernant la pollution, moi je pense qu'il faut une synergie d'action. Comment vous voyez cette synergie d'action? Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec l'État? Exactement. Nous sommes vraiment une organisation prête à accompagner l'État dans sa politique de mise en œuvre et tout ce qui concerne non seulement pour la réglementation des normes qui concernent l'environnement, qui concernent la sécurité, qui concernent même l'aspect social. Nous sommes quand même une confédération qui est ouverte à tous les services techniques, je peux me permettre de le dire. Nous sommes ouverts à tous les services techniques qui sont vraiment intéressés. S'ils sont intéressés de travailler avec nous, nous sommes prêts à les accompagner. On peut se mettre ensemble pour travailler ensemble, je pense bien. D'accord. Alors, M. Diarra parlait de solutions à long terme. Quelles sont ces mesures à long terme qui sont mises en œuvre, qui sont envisagées?
Ok, merci pour cette question. Effectivement, on est en train de faire, on va dire, des réformes du secteur de l'eau, à travers notamment la politique nationale de l'eau, dans laquelle les réformes, on prévoit effectivement de mettre en place des agences de l'eau qui vont être des interfaces. Et donc on pense effectivement à une gestion par sous-bassin, parce qu'au Mali on a identifié 6 sous-bassins. Donc on pense mettre des agences par sous-bassin, donc 6 agences qui vont effectivement construire des relais, des répondants et qui vont permettre effectivement de traiter ces questions parce qu'il y a des principes dans la législation qui parlent des pollueurs-payeurs, c'est-à-dire que celui qui pollue doit payer. Sauf qu'il faut des répondants, des interfaces qui vont être chargés d'appliquer ça. Donc au-delà de ça, on pense aussi mettre en place la police de l'eau pour qu'on ait l'avantage que ceux-là qui ne respectent pas la loi, parce qu'on est en train de dire que le dragage est interdit, faire un forage, il faut prendre une autorisation, mais ça ne se fait pas. Donc il faut des structures, des agents qui soient là pour veiller au respect de la législation en matière de la gestion des ressources en eau. Donc on appelle ça la police de l'eau, on compte mettre ça en place. Donc ces structures vont être des structures mixtes qui vont être composées de plusieurs spécialités, notamment l'environnement, l'élevage, la pêche, l'eau, l'agriculture, pour que chacun, en ce qui les concerne, on puisse avoir une action concertée, une action en synergie au niveau des sous-bassins pour pouvoir véritablement être des relais, être des répondants et suivre l'application de ces textes-là. Donc ça, c'est des réformes qui sont vraiment contenues dans le nouveau document de politique nationale de l'eau qui est en cours, dans le circuit pour son adoption. D'accord. Monsieur Touré, quels sont les grands projets futurs? Bon, les grands projets futurs, dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir une politique de l'eau. Mais je dis c'est une politique qui doit être bien réfléchie avec des dimensions très claires. La dimension protection des cours d'eau et la dimension usage. C'est extrêmement important, mais nous, en tant qu'agence déjà existante, et nous avons élaboré ce qu'on appelle le programme de sauvegarde du fleuve Niger qui a été adopté par le gouvernement depuis 2016 avec un plan d'investissement vraiment bien élaboré. Mais il faut rêver. Moi, je dis qu'il est important qu'on aille vraiment vers des vrais aménagements fluviaux. Par exemple, il y a un grand projet pour l'aménagement des berges à Bamako qui peine à aboutir. Mais je dis qu'il faut le généraliser peut-être au niveau de toutes les grandes agglomérations. C'est-à-dire quand on le dit, les gens pensent que c'est utopique, alors que c'est ce qu'il faut. La deuxième chose, il faut aller vers la dépollution du fleuve par le désensablement et par le dragage. Nous avons eu la chance, nous, au niveau de l'agence, de conduire une opération test de dragage sur le tronçon Massina-Diafrabé, d'ailleurs qui est passé en conseil de ministres il y a juste 10 jours, les conclusions de cette opération. Parce que de l'avis de la Banque mondiale, ça, ce n'est pas nous en tant que Maliens, c'est la banque qui a fait son évaluation. Et cette opération a permis de diminuer le temps de navigation entre les deux localités de 2 heures de temps. Donc ça veut dire que c'est non seulement une opération qui est nécessaire, mais aussi indispensable. Et aujourd'hui, je sais que si on parvient à faire, parce qu'il y a un petit projet de dragage pour le tronçon de 22 km de Bamako, qui a été bien élaboré, bien étudié, si on l'applique comme opération test, on verra que les débordements qui ont eu lieu cette année, avec les mêmes quantités d'eau, ne seront pas observés. Il faut prévoir. Il faut prévoir. Donc, vraiment, il faut penser à aller vers un vrai aménagement fluvial. D'accord, on va faire un dernier tour de table. Alors, chacun a un rôle à jouer dans la sauvegarde du fleuve Niger. Monsieur Koulibaly, je commence par vous. Que doit faire l'État? Que doivent faire les orpailleurs? Qui doit faire quoi? Merci beaucoup. Et moi, je pense que l'État, déjà, il y a une loi existante, non seulement pour l'interdiction du dragage, mais ça manque. Ça manque beaucoup. Il faut vraiment avoir le courage de le dire. L'État doit mener une politique pour appliquer cette loi. Nous, en tant que société civile, continuons jusqu'à présent de sensibiliser, d'organiser les orpailleurs en coopérative pour respecter un peu et valoriser cette activité artisanale. Il faut que je souligne un point extrêmement important. L'activité artisanale a contribué 6 tonnes concernant la production annuelle de l'or.
Donc, vu la production annuelle de l'or au Mali, 6 tonnes, ce n'est pas petit, c'est beaucoup. Donc, c'est une activité artisanale, mais il faut encadrer cette activité. Il faut que ça soit dans les normes. Exactement, très bien encadré. La coopérative déjà, la confédération est déjà a pris le devant et nous souhaitons quand même que l'État nous accompagne à accomplir nos différentes missions. D'accord. Monsieur Diarra, que doivent jouer les citoyens comme rôle? Vous, État, qu'est-ce que vous devez apporter de plus? Les citoyens ont un grand rôle à jouer à tous les niveaux. Parce que chacun doit être l'État, si je me permets les mots. La législation, elle est prise pour qu'elle soit appliquée. Le grand problème qu'on a, c'est le problème d'application des textes. Si on applique les textes, je crois que beaucoup de ces problèmes-là seront réglés parce que les textes sont très bien élaborés. Mais on ne les applique pas. Donc chaque citoyen doit savoir que l'application des textes est une obligation qui s'impose. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il faut qu'on arrive à trouver une stratégie d'arrêter le dragage dans les lits des cours d'eau dans le cadre de la recherche aurifère. Ça, c'est une condition absolument nécessaire aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à arrêter ces phénomènes-là pour sauver ces cours d'eau et ces affluents. Et ensuite, il faut qu'on arrive à imposer des ouvrages de pré-traitement sur toutes les unités industrielles pour que les hôpitaux, les abattoirs, tout ce qui est rejet qui va dans la nature, que ça soit pré-traité, dépourvu de toxines avant que ça soit rejeté. Il faut aussi qu'on arrive à aménager tous les collecteurs naturels qui sont des grands drains de produits toxiques vers les cours d'eau. Lorsqu'on les aménage, on les maîtrise. Parce que lorsqu'il y a la pluie emportant les saletés, voilà, à un moment donné, on a la possibilité de pouvoir traiter avant que ça n'atteigne les cours d'eau. Il faut aussi qu'on arrive à mieux encadrer les activités agricoles à travers l'usage des produits pesticides, intrants, fongicides et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est des produits, après leur usage, qui peuvent aussi être des grandes sources de pollution. Aussi, il y a l'autre grand phénomène des produits de traitement d'or, même si ce n'est pas dans les lits du fleuve, notamment les mercure et les cyanures, qui sont des produits hautement dangereux et qui sont manipulés à des niveaux et qui se retrouvent par imprudence à contaminer les nappes phréatiques. Et c'est aussi des grandes sources de menaces, en tout cas dans beaucoup de zones d'or du Mali. Et ensuite, il faut cette concertation permanente, il faut des initiatives de coopération. Est-ce que vous pensez déjà des cadres de concertation avec M. Koulibaly, la Confédération des orpailleurs? Oui, nous, on est avec la société civile, on est avec les coopératives, on est avec les autorités politiques, les autorités administratives, nous sommes services techniques publics. On travaille avec tous les acteurs, tous les partenaires sur le terrain, dans nos bureaux. On est vraiment ouvert à ça. Et on doit, au-delà de ça, faire des actions en synergie avec les pays voisins. Parce que lorsqu'on les chasse au Mali, ils vont en Guinée. Vous êtes au bord de la rue, vous les regardez. Lorsque vous les chassez en Guinée, ils viennent au Mali. Et c'est la même chose entre le Sénégal et le Mali. Il faut qu'à ce niveau, qu'on puisse travailler de façon, en tout cas, conjointe avec nos collègues de ces pays-là, pour qu'ensemble, on puisse intervenir ensemble pour ce qui concerne le dragage dans les lits majeurs de nos cours d'eau. Il faut des mesures communes. Il faut des mesures communes. D'accord. Monsieur Touré, vous avez ouvert ce débat, vous allez le boucler. Comment pouvons-nous sauver le fleuve Niger? Comment pouvons-nous sauver le fleuve Niger? Il y a un programme national pour la sauvegarde du fleuve Niger. Et ce programme a été revu et adapté à la vision 2063 qui vient d'être bouclée. Et il y a beaucoup d'actions quand même qui permettent que le fleuve puisse jouer son rôle comme cela se doit. Rôle économique, rôle social, rôle culturel et rôle surtout environnemental. Et nous avons l'habitude de dire que, pour un peu caricaturer, que chacun peut contribuer à la sauvegarde du fleuve Niger en sa manière, puisque nous sommes à Bozola, que si la ménagère de Bozola s'inscrit dans une logique de mettre ses ordures ménagères dans le cycle normal de traitement des ordures, elle aura contribué à la sauvegarde du fleuve Niger parce que ces ordures ne vont pas se retrouver dans le fleuve.
entre autres pour caricaturer. Tout de suite, quand je venais, j'ai vu des vendeurs de poissons fumés dans un état. J'ai dit à mon chauffeur, imagine que c'est les Maliens qui doivent acheter ça pour aller se nourrir avec. Donc, pour dire que chacun doit agir à son niveau. On a dit l'État, tout ne peut pas être ramené à l'État. L'État fixe les règles de jeu et chacun c'est doit... nous qui devons faire appliquer la loi. On doit appliquer ces règles-là. Chacun doit se soumettre à ces règles-là. Ouais. Tout ce qu'on est en train de dire, si le citoyen même ne prend pas conscience de sa responsabilité dans la vie de la nation, on ne dira pas, bien, ce n'est pas valable pour le fleuve Niger seulement, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Nous refermons ce débat à ce niveau. En attendant d'autres forats, nous parlions de l'état de dégradation du fleuve Niger, de ses conséquences et des solutions envisagées par l'État. Et nos invités étaient Sekou Diarra, directeur national de l'hydraulique, Abdourahmane Oumarou Touré, directeur général de l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, et Seydou Koulibaly, chargé de projets coopératifs à la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat qui a été réalisé par Diakari Diakone Diaki. Aridjou Matina m'a aidé à la coordination. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.